Salut, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver au réveil ce jeudi en première heure sur Canal 3. Nous tournons autour de 7 heures. Bienvenue sur Actu Matin, votre matinale. Wakhabali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à Eh tous. bien, nous entamons ce 1er décembre, le dernier virage de l'année 2022, un mois de décembre qui nous rapproche davantage et qui rapproche davantage le Bénin et ses électeurs vers les 9e élections législatives de son histoire politique post-conférence nationale. Tout se met progressivement en place dans les institutions chargées de l'organisation du scrutin et au niveau des formations politiques et des candidats sur la ligne de départ. Chacune y va de sa stratégie. Nous parlons là des formations politiques. Avant les grandes dates, nous aurons ce matin à parcourir les pages des organes de presse, à suivre la une des journaux et la revue de presse. On fera également, on vous fera découvrir l'Union, un organe qui présente l'actualité du parti Union progressiste, devenu Union progressiste Le Renouveau. C'est un journal qui paraît ce 1er décembre. Il retrace l'histoire du parti et qui a 4 ans aujourd'hui, 4 ans de vie. Pascal Zantoum est rédacteur, il est l'invité d'Actu Matin. Jeudi économie avec Emmanuel Hungavou, l'invité de Clément Achadé. Il sera question des risques les plus importants auxquels sont exposées les entreprises et leurs conséquences sur le marché de la finance et de l'économie. Les fraudes financières, le cas spécifique du blanchiment d'argent. Nous verrons les éléments d'analyse et le mécanisme de prévention avec l'expert financier spécialisé dans la détection, la prévention et la gestion des fraudes financières. Et puis le journal de la rédaction, les sports avec Ali Moumouni sont au sommaire de ce numéro de votre matinale Actu Matin. Merci de votre fidélité. Voici la météo. Dans une poignée de secondes, vous aurez les gros titres de la presse nationale, livraison de ce 1er décembre 2022, juste après le bulletin matinal. Et dans notre mini-journal, on reviendra sur la clôture des travaux de cet atelier sous-régional sur le financement de la protection sociale. Les spécialistes de la sécurité humaine et sociale du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali, du Sénégal, du Togo et du Bénin étaient en conclave pour 3 jours. L'accroissement du financement, les défis et perspectives pour une couverture universelle de la protection sociale dans la sous-région était au menu des discussions. Et puis la dernière phase du processus de financement des sous-projets du projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations s'est ouverte hier. C'est au Palais des Congrès de Cotonou que les conventions de financement ont été signées. Les filières Kajou sont concernées. Précision à suivre. Eh bien, la revue des titres. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Les grandes décisions prises lors du conclave gouvernemental d'hier mercredi sont à la une des parutions du jour. Le traitement fait, c'est avec vous, Wahab Alipa. Oui, Christian Dandedjan, comme vous l'avez annoncé, il y a eu qu'hier mercredi, les membres du gouvernement se sont rencontrés, rencontre assortie de plusieurs décisions. On cite pêle-mêle comme ça, la création d'une nouvelle société de manutention au port de Cotonou. Il y a eu des communications au premier chef, le recrutement de 30 internes des hôpitaux en médecine au titre de l'année 2022 et 13 internes des hôpitaux ayant achevé leur formation courant l'année 2017. Il y a eu la contractualisation pour la mission de conception et de supervision des travaux de construction des usines de granit et de marbre au Bénin. Et puis la contractualisation pour la conduite de la mission de conception, de construction, de livraison et assemblage des statues TOFA 1er à Porte-Nouveau, la ville capitale, et Toussaint l'ouverture à Alada. Et puis contractualisation pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la route Ndali-Niki Chikandou. Il y a eu le compte rendu des sanctions administratives infligées aux agents de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT SA impliqués dans des irrégularités. Les personnes mises en cause étant le directeur général de la SIRAT et 4 de ses collaborateurs. Les procédures administratives ont été subséquemment menées à leur encontre. Elles ont abouti, à la rupture du contrat du directeur général, puis à la révocation ou au licenciement des autres selon qu'ils sont des fonctionnaires ou contractuels du droit public de l'État. Il y a eu d'autres décisions prises également, Christian Dandedjan, déclinées par les parutions ce matin. On va donc commencer par le quotidien Maison qui s'intéresse à un autre volet très important pour les travailleurs. En tout cas, révalorisation des salaires des agents de l'État, des options retenues par le gouvernement. Une rencontre décisive annoncée avec les partenaires sociaux pour mardi prochain. Le journal qui donne à lire, sinon qui donne à voir la photo de 3 ministres sans doute impliqués dans le dénouement de ce grand dossier important, comme je l'avais dit, aux travailleurs. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, la ministre de la fonction publique Adidiatou Matisse et le ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romuald Wadani. Achetez fraternité et vous avez le reste des détails. Et puis pour des irrégularités dans une procédure de passation des marchés publics, le directeur général de SIRAT SA révoqué et 4 collaborateurs licenciés. Gestion de cafétéria Diallo par des jeunes béninois, le pas entrepreneurial emboîté aux Guinéens pour vaincre le chômage. C'est une analyse du quotidien Fraternité. À la une maintenant du journal Matin Libre, rentrée académique solennelle à l'université de Lokossa, faire de l'estime un levier du développement intégral du Bénin. Et puis entrepreneuriat, menace de disparition du pain. Plus de 300 boulangeries ont fermé et puis essoufflé, puis les yeux rouges. Les boulangers s'en remettent aux plus hautes autorités du pays. L'autre vision, revalorisation des salaires des agents de l'État, une rencontre annoncée pour mardi 6 décembre prochain entre le chef de l'État et les centrales syndicales. L'annonce des grandes mesures sociales attendu avec impatience. Et puis port autonome de Cotonou, la société béninoise des manutentions portuaires Sobemap dissoute. L'autre quotidien, plénière à l'Assemblée nationale ce jeudi, le vote du budget de l'État, exercice 2023 à l'ordre du jour. Et puis audience à l'Assemblée nationale, des boulangers soumettent leurs difficultés au président de l'institution, Louis Vlavodou.
Quotidien palmarès cette fois-ci. Poursuite des réformes dans le secteur des transports. Le gouvernement dissout la SOBEMAP. Le matin, quotidien le matin, revalorisation des salaires des fonctionnaires. Le président Patrice Talon rencontre les syndicats le 6 décembre prochain. Et puis en prélude aux élections législatives de janvier 2023, les comités de campagne de la FCBE installés dans les 24 circonscriptions électorales. Paul Hunkwe en mode mobilisation, titre le matin. À la une du quotidien communal Info. Extension du réseau électrique dans l'arrondissement de Wedo, commune d'Abomey-Calavi, le Nasiara des populations d'Alansoukpame. Au maire d'Abomey-Calavi, Angelo, à Rwandino, liesse populaire dans tout le village. Jeunes, sages, notables et associations de femmes saluent le dynamisme du maire Angelo à Rwandino. Et puis, pour le compte des élections législatives du 8 janvier prochain, Serge Houyete lance la machine à broyer de l'Union progressiste, le renouveau dans Togba et région. Serge Houyete, donc, qui salue la synergie d'action des candidats Tokpanou et Benou sur le tronçon Toba-Wedo et Heavy. Quotidien Le Contemporain, Conseil des ministres du 30 novembre 2022, le directeur général de CIRAT déchargé 4 autres agents sanctionnés. Puis organisation, la Sénat donc qui outille les acteurs de la société civile et des médias dans le cadre de l'organisation des élections législatives du 8 janvier prochain. Pendant ce temps, le code de la nationalité béninoise a été actualisé au niveau de l'Assemblée nationale et les acteurs et autres responsables du parti Force Corée pour un Bénin émergent mettent leurs troupes en ordre de bataille. C'est une pré-campagne au niveau de ce parti. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur la question de révalorisation des salaires des agents de l'État. Il y a eu des options retenues par le gouvernement et puis une rencontre décisive annoncée pour le mardi 6 décembre prochain. Voilà, le mardi 6 décembre, le gouvernement entend ici organiser une rencontre avec les partenaires sociaux et le patronat béninois. D'après le relevé du Conseil des ministres, des options, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, sont retenues. Mais la rencontre du gouvernement avec les partenaires sociaux prévue à cet effet n'a pu se tenir. Le gouvernement se justifie et parle des contraintes d'agenda qui n'ont pas permis de rencontrer les partenaires sociaux plus tôt, conformément à son engagement. Et puis, dans votre une tout à l'heure, Wakhabali Bara, il y a un sujet qui pourrait intéresser un nombre de nos compatriotes, une menace qui pèse sur le pain. Il risque de disparaître du marché en raison des difficultés que rencontrent les boulangers. Environ 300 boulangeries ont déjà fermé, renseigne le journal Matin Libre. Oui, c'est Matin Libre qui nous réveille avec cette information parce que vous savez, d'ordinaire, on est beaucoup plus réveillé par le pain qui circule dans nos plats. Et donc, Matin Libre qui fait constater qu'il y a eu plus de 300 boulangeries qui ont fermé. Même les responsables ont été reçus. Pour ceux qui continuent, n'est-ce pas, de fonctionner, ils ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale à qui les difficultés ont été exposées. Alors, c'est une difficulté, il faut le constater, parce qu'on a senti que les deux grands pays presque du monde qui fournissent le blé, c'est l'Ukraine, c'est également la Russie. Ces deux pays sont en conflit depuis février, donc ça fait des mois et donc bientôt un an que cette guerre se déroule dans ces pays. Donc le monde a été frappé par, je dirais, a été frappé en termes d'approvisionnement en blé. L'Afrique en particulier, le Bénin, donc n'échappe pas à cette difficulté et donc on attend de voir ce que les choses vont donner. Il va falloir sans doute réorienter, n'est-ce pas, revoir notre, je dirais, le contenu de nos plats, parce que ailleurs déjà les réflexions se mènent de manière à ce que on oublie petitement le blé venu de l'Ukraine et de la Russie pour que nos techniques, je dirais, ancestrales et ordinaires
ordinaires On les ici, ramène, on les ramène sur tapis. voilà, on les ramène, oui. on les ramène sur Et tapis. qu'on modernise, Je me souviens qu'on avait reçu un invité ici qui disait que c'est courant de 1974 à 1975 que le pain est rentré dans nos habitudes, sinon qu'on se débrouillait sans pain. Peut-être qu'il faut faire un retour comme ça en arrière, même si c'est difficile, il faut le reconnaître. Il faut le faire. Oui. William Cliquant, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Alors, vous imaginez un Bénin sans pain? Difficile, hein, des cours primaires jusqu'à l'université, en passant par les administrations, parfois à la mi-journée, où c'est l'aliment le plus proche. Mais en dehors de la matière première, le blé, encore que les réflexions se viennent déjà au niveau de nos universitaires pour faire du manioc et d'autres produits locaux ici, des farines. Il y a également l'organisation structurelle au niveau des boulangers. On a réalisé des émissions ici à Canal 3 Bénin, notamment le Grand Canal, qui nous font voir que dans le monde de la boulangerie, un monde qui est censé être industriel, il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup d'autoproclamés. Donc, l'investigation que nous avons à faire, c'est de savoir si parmi ces 300 boulangeries, il y en a qui sont légalement reconnues, qui respectent les conditions, qui sont les professionnels du pain. Parce que le pain a cessé d'être une question d'artisans, d'amateurs. C'est une question désormais de professionnels. Et il y a des normes à l'échelle industrielle, des standards reconnus comme tels. Il y a notre collègue Éric Guédénon qui a fait également un intéressant travail sur le bromate de potassium dans les pains. Attention, sur un échantillon de plusieurs pains, un seul respectait les critères. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, s'ils mettent la clé sous le paillasson, c'est qu'ils ont entretenu des problèmes pendant longtemps. Ils n'ont pas voulu se conformer peut-être à la législation et autres. Maintenant, quitte aux autorités de savoir aussi les difficultés qui empêchent ces promoteurs-là qui ont des ambitions d'entreprendre et également de servir l'offre sur le terrain, la demande sur le terrain, les difficultés qui leur incombent. Voilà, d'accord. En tout cas, on suit cela de près. On verra quelle est la réponse efficace, je dis efficace, que la ministre du Commerce et de l'Industrie donnera à ce problème. Wakhavali Para, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous restez avec nous, William Cliquant, pour le bulletin matinal. La transition. Où il y a Eco Bavaria, il y a du bonheur. Les grands moments méritent d'être célébrés avec Eco Bavaria, le breuvage de cette génération et des générations à venir. Oui, Eco, notre écho. Toujours au rendez-vous. Eco, la tradition de l'excellence. Et voilà, bienvenue dans le bulletin matinal sur Actu Matin. Après 3 jours d'échanges et de réflexion, c'est la satisfaction générale, et vous le constaterez dans l'élément qui va suivre, satisfaction générale chez les participants à cet atelier sous-régional sur le financement de la protection sociale, une rencontre qui a réuni à Cotonou 6 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Sénégal et puis le Togo, parvenir à la protection sociale universelle, le nécessaire accroissement du financement, défis et perspectives. C'est autour de ces thèmes que les travaux se sont axés. Ouliat Sanoussi. Ils ont passé 3 jours ensemble pour réfléchir et échanger sur le financement de la protection sociale. C'est au cours de cet atelier sous-régional axé sur le thème « Parvenir à la protection sociale universelle, le nécessaire accroissement du financement, défis et perspectives ». Les travaux se sont achevés ce mercredi sur des résolutions concluantes et des recommandations à la satisfaction générale. Le présent atelier est un succès déjà pour tous les inspirés nationaux dans le cadre de la promotion de la protection sociale. Au regard des résultats de nos travaux, on peut dire que nous percevons le rôle que nous devons jouer, non seulement dans la synergie d'action que nous devons développer avec les autres acteurs, mais aussi et surtout de susciter un meilleur financement de la protection sociale dans nos pays. Durant les 3 jours d'intenses travaux, les participants ont élaboré 8 pistes de solutions en vue du financement inclusif et durable de la protection sociale. Ils ont également relevé le rôle crucial des organisations syndicales et des mouvements sociaux dans la lutte pour la protection des intérêts des populations et la nécessité de changer de paradigme et de stratégie.
J'ai été personnellement impressionné par l'intérêt que vous avez accordé à cet atelier au cours duquel nous avons tous retenu la nécessité d'approfondir nos connaissances sur la thématique. À propos des 8 pistes proposées, nous avions retenu la nécessité de les approfondir afin de voir celles qui répondent mieux au contexte de chaque pays avant de décider de susciter leur mise en œuvre. Il est également ressorti de nos échanges l'importance d'approfondir les réflexions, de mettre l'accent sur les ressources endogènes en améliorant le cadre de gouvernance des dispositifs existants. Je tiens particulièrement à tirer le chapeau aux collègues qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous parvenions aux résultats obtenus. Cette session de partage d'expériences est organisée par les mouvements sociaux We Social Movements et Inspire Afrique de l'Ouest qui regroupent le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Togo et le Bénin. Au regard des conclusions, cet atelier est d'une grande importance pour la Confédération syndicale internationale CSI Région Afrique, invitée à l'occasion. La préoccupation de la protection sociale est inscrite parfaitement dans le plan d'action de la CSI Afrique et les stratégies que nous avons eu à énumérer ici, plus particulièrement la coalition avec les alliés stratégiques, sera un élément vraiment déterminant de la collaboration entre la CSI Afrique et les différentes organisations que nous représentons ici. Nous nous engageons à continuer d'accompagner les organisations syndicales et les partenaires présents ici dans l'élaboration et l'implémentation des recommandations que nous nous sommes assignées. Les participants, quant à eux, s'engagent au retour dans leurs pays respectifs à initier au niveau local cette concertation entre acteurs gouvernementaux, sociétés civiles et partenaires sociaux afin que cette synergie puisse déjà s'installer au sein des États avant de l'étendre progressivement dans la sous-région. Et avec vous, William Cliquant, pour la première fois de son histoire, l'Université nationale d'agriculture organise un colloque scientifique d'envergure internationale. C'est pour trouver des solutions innovantes pour le secteur agricole en Afrique de l'Ouest. Bien sûr, Christian, ce colloque qui s'est déroulé à Sakété, dans le département du Plateau, a duré 3 jours. Les réflexions ont porté sur le thème agriculture entre crise économique, environnementale, sanitaire et politique, enjeux et réponses adaptatives en Afrique de l'Ouest. Les précisions sur ce reportage avec Emma Rodonou et Thibaut Aroloupé. Ce colloque scientifique organisé par l'Université d'agriculture du Bénin vise à contribuer au renforcement du partage, à la diffusion et à la valorisation des résultats portant sur la science, la technologie et l'innovation dans le domaine agricole. Pour la cause, 375 participants, des enseignants-chercheurs et des producteurs agricoles sont conviés ici à Sakété pour échanger sur les nouvelles innovations du secteur agricole et leur mise en application pour booster la participation du secteur agricole à la croissance économique du continent africain. Chers participants, ce premier colloque scientifique international de l'Université nationale d'agriculture vise à la fois un objectif scientifique et un objectif de développement avec un focus sur le développement du secteur agricole, moteur de l'économie de la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif scientifique général est d'inciter les chercheurs à des échanges fructueux sur les nouvelles connaissances scientifiques, les technologies et les innovations porteuses dans le domaine agricole. L'objectif de développement du colloque est d'accroître la contribution de l'agriculture à la croissance économique d'ensemble et la résilience des populations aux chocs sanitaires, environnementaux, politiques et économiques que connaît l'Afrique de l'Ouest. Pour un secteur agricole performant, au service de la sécurité alimentaire et de la croissance économique des pays, les enseignants-chercheurs ont un grand rôle à jouer. Et c'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se réjouit fortement de cette initiative de l'Université nationale d'agriculture du Bénin. Ce colloque vient donc à point nommé parce qu'il est en phase avec la vision que l'autorité porte pour notre université. Chers enseignants et chercheurs,
Quant à la recherche et à l'innovation, je loue les efforts que vous déployez constamment dans ce domaine pour contribuer à la performance de notre agriculture. Je suis bien convaincu que vos laboratoires respectifs disposent de nombreux résultats de recherche et d'innovation qui méritent d'être présentés et soumis à l'analyse des pairs. Et je voudrais souhaiter que ce colloque soit celui des vraies réponses aux problèmes de l'agriculture, non seulement béninoise, mais de la sous-région. Après la phase protocolaire, quelques produits issus de l'application des nouvelles technologies de production agricole ont été visités sur des stands installés pour l'occasion. Dans ce même registre, 190 bénéficiaires du projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles à la diversification des exportations PACOFID enclenchent la dernière phase du processus de financement de leur sous-projet. La cérémonie officielle de signature des différentes conventions s'est tenue hier au Palais des Congrès de Cotonou. Les bénéficiaires sont tous des porteurs de projets rigoureusement sélectionnés dans les filières ananas et Kaju au Bénin. Cette nouvelle phase concrétise la volonté du gouvernement de contribuer à l'amélioration de la qualité de la production et de la transformation de ces produits ciblés. Clément Achadé. Des conventions de financement de sous-projets du guichet A officiellement signées dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID. Une étape importante qui vient concrétiser l'ambition du gouvernement et de ses partenaires, notamment la Banque mondiale, qui entendent booster la production et la transformation agricole. Ce mercredi, les porteurs de projets enclenchent ainsi la dernière phase du processus d'octroi des financements au profit des filières ananas et Kaju au Bénin. C'est un New Deal dans l'agriculture que nous assistons ce matin, car le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID est un projet sur lequel vous pouvez être sûr que les fonds alloués sont pour des bénéficiaires qui ont été choisis au terme d'un processus de sélection rigoureux. Je voudrais surtout vous conseiller de faire l'effort de rester dans votre projet, d'utiliser, vous savez, on ne vous donne pas l'argent, on vous accompagne à la question des équipements, donc de les utiliser à bon escient et surtout de penser à la maintenance et à l'entretien. C'est ce qui nous manque beaucoup au Bénin. Le PACOFID s'inscrit dans une stratégie globale du gouvernement de la République du Bénin de faire du secteur agricole un véritable levier de développement. Ceci pour augmenter la production du pays, de ses rendements, mais aussi la transformation au niveau local. Sa principale innovation réside sur l'accent mis sur l'accès des productions aux marchés internationaux. Avec ces aspects, le ministre de l'Agriculture et le représentant résident de la Banque mondiale au Bénin se réjouissent de l'aboutissement de ce processus. Avec ce projet, après de longues discussions sur le leadership des autorités du pays, mais avec les discussions avec M. le ministre de l'Agriculture, nous avons convenu que dans ce projet, il est important que les produits qui sont faits au Bénin soient transformés au Bénin et exportés dans les meilleures conditions pour qu'on ait le maximum en termes de revenus pour la population béninoise, mais aussi pour l'économie dans son ensemble. Il est question, à travers ce projet, d'accompagner les acteurs des chaînes de valeur pour produire de manière compétitive. Maintenant, nous ne voulons plus parler d'agriculture, nous voulons pratiquer l'agriculture. Nous voulons développer nos capacités de production pour avoir la possibilité d'alimenter le marché national, le marché régional et le marché international. Cette première vague de 190 sous-projets du guichet est caractérisée par des promoteurs sérieux et déterminés, en témoigne la qualité de leur dossier. Au plan financier, ces sous-projets coûtent au total 669 803 258 francs CFA, dont 569 332 770 francs CFA de subventions du PACOFID et 100 470 489 francs CFA d'apport
des promoteurs eux-mêmes. Une chambre froide pour accroître la capacité nationale de stockage des vaccins. L'équipement est installé au centre de santé Vidolé à Abomey et c'est l'un des lots de matériel performant prévus pour les différents départements du Bénin. Il a été acquis sur financement de la Banque mondiale et entre dans le cadre de la réalisation des actions inscrites au projet de préparation et de riposte contre la COVID-19. Imet Hélène Amoussou. D'une capacité de 30 mètres cubes, l'équipement est installé au centre de santé de Viloléa à Abomey. C'est une chambre froide positive dont la plage de conservation est comprise entre 2 et 8 degrés avec une autonomie de 24 heures. Les travaux de son installation ont aussi consisté à construire un bâtiment en matériaux définitifs de 46 mètres carrés qui lui sert d'abri. C'est un lot d'équipements de chaînes de froid d'un montant global de 1 992 254 $, environ 1,6 milliard, qui impactera les 12 départements. Ce lot d'équipement est constitué de 6 chambres froides, de 68 congélateurs que vous avez déjà reçus dans le zoo, de 100 réfrigérateurs, de 1000 glacières et j'en passe. Tout ceci pour renforcer la logistique vaccinale. Il faut dire que ce financement a été possible grâce à la Banque mondiale, à travers le projet de préparation et de réponse à la COVID, qui est un projet du gouvernement béninois. Il n'est plus un secret pour personne, parents, autorités, patients, la toute importance d'une unité de conservation de valeurs de chaîne de froid dans un centre de santé communal. Je n'ai qu'un seul mot, merci. Je tiens aussi à prononcer un mot d'engagement au nom de tout le personnel que nous allons faire un bon usage de ce joyau et que le projet Redissé pourra, avec l'appui financier de la Banque mondiale, nous appuyer pour l'acquisition d'un groupe électrogène pour assurer une autonomie sérieuse à cet équipement. Destiné à la conservation des vaccins Covid, l'équipement va aussi servir dans les interventions du programme élargi de vaccination dans le département du Zou. Il est acquis sur financement de la Banque mondiale avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, mais également l'assistance de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui a fourni toutes les spécifications. Les divers acteurs impliqués dans la chaîne d'utilisation ont été formés afin de faciliter son usage et son entretien. Que la Banque mondiale a appuyé et continue d'appuyer le gouvernement du Bénin dans sa préparation et sa riposte contre les épidémies de façon globale. Donc avec le projet Redissé, qui est le projet de renforcement des systèmes de surveillance contre les épidémies, c'est un projet régional en Afrique, la Banque mondiale déjà, au début de l'épidémie de Covid, avait déjà commencé à aider le pays à se préparer, avant même que les premiers cas de Covid ne soient déclarés au Bénin, et à répondre à la Covid. C'est aussi l'occasion de féliciter le gouvernement pour toutes les initiatives que le gouvernement a pu prendre pour se préparer et répondre contre cette pandémie. Parce que vous savez, dans le cadre de la sécurité sanitaire globale, chacun a son rôle à jouer. La remise officielle de cette chambre froide a été l'occasion pour la représentante de la Banque mondiale de réitérer l'engagement de l'institution à poursuivre les actions en faveur du bien-être des populations et ceci en fonction des besoins exprimés. Les manifestations se sont achevées avec une visite des installations. La nouvelle forme de chantage via les télécommunications appelée sextorsion est expliquée aux populations qui en sont de plus en plus victimes. Une campagne de sensibilisation a été lancée à cet effet dans les centres universitaires publics comme privés. Elle est initiée, cette campagne, par l'Office central de répression de la cybercriminalité avec l'appui de l'Agence belge pour le développement Enabel. Première étape de cette campagne de sensibilisation, l'école HECM à Cotonou. Teddy Goudalo pour Le Point. La sextorsion fait objet d'échanges entre ces étudiants de HECM et l'Office central de répression de la cybercriminalité. C'est le début d'une campagne de sensibilisation initiée par l'OCRC avec l'appui technique et financier du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine de l'Agence belge de développement Enabel. La sextorsion consiste à menacer une personne de révéler ses photos ou vidéos intimes contre de l'argent.
Si le but visé par l'auteur de la session, ce n'est pas de réclamer de l'argent, on parlera de cyberharcèlement. Ne cédez jamais. N'ayez pas peur et surtout, brisez la glace. Ne restez pas dans votre coin à vous morfondre. À le faire, vous risquez de sombrer dans la dépression. Vous allez déprimer et c'est à vos risques et périls. Brisez la glace. Il faut en parler à des proches. Et surtout, il faut vous rapprocher des structures habilitées, telles que l'OCRC. La séance est interactive et a permis aux étudiants de comprendre davantage la notion de la sextorsion. Sur place, quelques-uns ont pris l'engagement de saisir l'Office central de répression de la cybercriminalité en cas de besoin. Ce que j'ai eu à retenir, c'est que une personne qui est victime de la sextorsion ne doit pas se sentir frustré. S'il veut qu'on l'aide, il doit aller vers la police républicaine. J'ai retenu que la sextorsion est un phénomène qui sévit dans l'ombre et que nous ne le savons pas. Et qu'il y a des organisations qui sont mises à notre disposition pour lutter contre ça efficacement, comme l'OCRC. Donc il ne faut surtout pas céder à la menace de ces personnes qui veulent nous prendre de l'argent avec nos images ou nos vidéos dénudées, tout ça. Donc il faut se rapprocher d'eux et briser la glace. Le Parlement des jeunes du Bénin s'est également fait représenter à cette séance de sensibilisation. Ils ont aussi partagé leurs expériences en matière de lutte contre la sextorsion avec ces jeunes étudiants. Et ce sera tout pour ce matin. Voilà, merci. Merci à vous, William Cliquant. C'était le bulletin matinal sur Actu Matin. Bonjour, Ali Moumouni. Bonjour, Christian. Bienvenue. Avec vous, on va parler sport et les sports, c'est après ceci. La fête continue avec Canal+. Réabonnez-vous et nous vous offrons 15 jours à tout Canal+, pour profiter de tous les meilleurs programmes. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment. D'accord. Que la fête commence. Tomber amoureux avec Le Bachelor. Mais j'ai un petit coup de cœur quand même. Faire le plein de grands spectacles. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ça sera la soirée de Kinshasa. Ouais, c'est aussi pour ça que je suis là. Je l'ai enfin trouvé. Et débattre des grands matchs du moment avec les grandes bouches. Très très heureux de vous retrouver. Canal+ à 30 ans. Et on n'a pas fini de vous surprendre. Et voilà, c'est le journal des sports et le journal du mondial sur Actu Matin. Avec vous, Ali Moumouni. Oui, une équipe africaine qui est en 8e de finale. Une deuxième équipe africaine qui quitte la compétition. On fait le point. Christian, la Tunisie a quitté la compétition. On l'attendait. C'était donc deux conditions pour que la Tunisie puisse passer au second tour, gagner la France coûte que coûte, c'est-à-dire à tout prix, et donc espérer que le Danemark ne perde pas sa rencontre. Une des deux conditions a été remplie. C'est bien sûr la Tunisie s'est imposée à la France à l'arrivée, score 1-0 au cours de cette explication, comme temps pour la troisième journée dans le groupe D de ce mondial Qatar 2022. Mais de l'autre côté, le Danemark s'était donc incliné face à l'Australie, ce qui permet donc aux Australiens de réunir 6 points et de se qualifier pour le prochain tour. Une autre équipe africaine, sinon une première équipe africaine, vient donc de faire ses valises et va quitter le Qatar pour le compte de ces mondiales. Christian, on fait le point des différentes rencontres disputées donc dans la journée de ce mercredi 30 novembre. Il y avait donc 4 rencontres, 2 du côté dans le groupe C. Il y avait donc la Pologne qui jouait donc hier face à l'Argentine. La Pologne de Robert Lewandowski qui s'est incliné 2-0, mais cette formation a quand même su se qualifier pour le prochain tour. Donc les 8e de finale. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite est battue par le Mexique 2-0. Le Mexique qui avait besoin de marquer 3 buts pour se qualifier sans calcul d'épicier. Le Mexique a réussi seulement à marquer
a marqué 2 buts, mais s'est fait rattraper par la suite par cette réduction de la marque par les Saoudiens qui donc rendent la tâche plus difficile aux Mexicains, le Mexique et l'Arabie Saoudite, qui est également la compétition au niveau du groupe C. Ici, donc, on fait le point au classement général de ces deux groupes. Au groupe C, Argentine est donc leader de son groupe après 3 journées avec 6 points au total, plus un goal average de plus 3. La Pologne totalise 4 points et même point pour le Mexique, mais avec une différence de but de moins 1 qui donc avantage la Pologne qui est qualifiée dans ce groupe C. L'Arabie Saoudite est éliminée également, mais l'Arabie Saoudite qui restera dans l'histoire après la forte sensation créée donc au cours de la première journée, c'était face à l'Argentine, victoire 2-1 au cours de cette rencontre inaugurale au niveau du groupe C. Dans le groupe D, la France est qualifiée aussi premier de son groupe malgré la défaite face à la Tunisie. La Tunisie sort de la compétition, on l'avait dit tantôt. L'Australie totalise également 6 points, donc les deux nations sont qualifiées pour le prochain tour, c'est-à-dire les 8e de finale. Après donc les 2 premières rencontres pour des 8e de finale connues depuis avant-hier. Donc hier, on connaît également les deux autres rencontres des 8e de finale. C'est bien sûr la France qui sera l'adversaire de la Pologne et l'Argentine qui jouera donc l'Australie. L'Argentine, la rencontre entre l'Australie et l'Argentine prévue pour le 3 décembre. Donc cette date à laquelle démarrera donc les matchs des 8e de finale. Christian, on parle donc des affiches du jour. Aujourd'hui, il y aura 4 rencontres comptant pour la 3e journée dans les groupes E et F. Et c'est le groupe F qui va donc commencer par plancher à partir de 16h. Rencontre des explications. La Croatie qui sera l'adversaire à jouer de la Belgique. La Belgique qui s'était inclinée 2-0 face au Maroc. Et donc pour finir avec ces rencontres dans le groupe F, le Canada sera donc face au Maroc. Le Maroc qui est toujours en lice et qui a besoin d'une victoire pour éviter les calculs et se qualifier sans difficulté. Le Maroc donc devra s'imposer au Canada suite après midi. Le Maroc qui fait partie donc des 2 nations et Christian qui continue toujours de conserver le clean sheet au cours de cette compétition. 0 bien encaissé jusqu'à présent. À 20h, le Japon sera l'adversaire de l'Espagne et le Costa Rica jouera contre l'Allemagne. L'Allemagne a aussi besoin impérativement d'une victoire et espérer que le Japon ne gagne pas sinon ne tienne pas en échec l'Espagne. Christian, c'était donc les informations concernant le mondial et donc les 3e journées toujours en cours et qui prendront fin demain certainement en attendant le début des 8e de finale. On revient au pays pour parler toujours football. La 5e journée de la Ligue professionnelle de football a démarré c'était hier et puis dans les différentes zones il y a eu assez d'explications. On commence par la zone A où les Buffles étaient donc dans ce classique béninois, donc le classique septentrional face au Panthers de Djougou. Les Buffles l'emportent à nouveau 1-0 à l'arrivée, score donc qui avantage donc les Buffles, qui leur permet d'améliorer leur position au classement général dans cette zone A. L'Union sportive des Cavaliers de Niki s'est imposée aussi à son adversaire Damissa de Bembereke, 1-0. AS Takounen a largement dominé Dynamique FC de Djougou, 5-0 s'il vous plaît. C'est donc le score qui a sanctionné cette explication entre l'équipe de Kandi et l'équipe de Djougou. On passe au niveau de la zone B. Il y a donc la rencontre Lotto FC et AS Tonnerre qui s'est soldée par la victoire de Lotto FC 1-0. Espoir FC de Savalou qui s'est incliné à domicile face à Dynamo FC d'Abomey, l'équipe donc d'Ibrahim Da Silva qui est allé engranger les 3 points à l'extérieur, 2-1 à l'arrivée. Rodio s'incline à domicile 1-0 face à Dadia FC et Banigansé qui s'impose 4-2 à Soleil FC. Énergie était au repos dans cette zone. Dans la zone C, Sitatunga qui s'incline une fois de plus 2 buts contre 4 face à Aziza. Aziza qui donc tenait jusqu'hier la lanterne rouge dans cette zone s'impose 4-2 face à Sitatunga. Coton FC s'impose à son adversaire 3-1 face à Aspak. Off Massad s'incline à domicile face à l'association sportive de Cotonou, 0 but contre 2. Au niveau de la zone D, il y a eu donc toutes les 4 rencontres qui ont été disputées hier. Giaketo et Sobemap Sport se sont séparés 2-2. 1 but partout. Christian, si tu veux mon regard quand je parle de Sobemap Sport. Dragon FC s'est imposé à la jeunesse sportive de Vida
1-0. Ayema FC, après le déçu, suit Avon Communiste pour 1-0 également. Et l'association sportive de la vallée de l'Ouémé qui lamine son adversaire de la jeunesse sportive de Pobet, 3-0. Jeffa FC est au repos pour cette 5e journée. Il reste donc 2 explications à disputer. C'est aujourd'hui au niveau de la zone A. Il y aura Dynamo FC de Parakou qui sera dans un derby paraquois face à Real Sport et les Requins de l'Atlantique qui accueilleront ici à Cotonou l'association sportive de la police républicaine. C'est bien sûr dans la zone C. Christian, voici l'essentiel à retenir pour les informations sportives de ce jeudi 1er décembre 2022. Oh, magnifique. Merci à vous, Ali Mouni, pour toutes ces informations sportives et merci de nous rappeler également les grands rendez-vous sportifs à suivre aujourd'hui, notamment en parlant du mondial avec le Canada qui jouera contre le Maroc déjà au cours de cette journée. Pronostic. Le Maroc l'emporte. Le Maroc a une très belle équipe et donc c'est vrai que le Canada aussi a une belle équipe, mais le Canada est déjà out, donc le Maroc a toutes les chances de remporter, même si le Canada va vouloir sortir par la grande porte. Mais je compte sur nos amis marocains pour faire le jeu. Hakim Ziyech, Achraf Hakimi et autres. Sans oublier le gardien de but que j'aime beaucoup, Yacine Bounou. Il est très très fort dans ses buts, dans ses cages. Merci beaucoup Ali Moumouni. Rendez-vous donc à 16h pour suivre cette rencontre. Demain, vous serez en plateau pour nous donner les résultats et vivement pour le Maroc. Nous voulons bien sûr voir cette deuxième équipe africaine en 8e de finale de Coupe du Monde. Très bonne journée à vous et au plaisir. Merci Christian. Merci Ali. À demain. Allez, on va parler très rapidement de cet organe de presse qui paraît désormais en République du Bénin. Il s'agit du journal L'Union, du parti Union Progressiste Le Renouveau. Nous allons recevoir dans un petit instant son rédacteur en chef Pascal Zantou pour nous parler donc de ce mensuel d'information du parti Union Progressiste. Il nous dira quelles sont les informations que nous découvrons dans les pages du journal et pourquoi un journal pour cette formation politique. Restez avec nous pour tout savoir et tout comprendre de l'Union. Information, analyse, opinion. Désormais chez vous, l'Union. L'Union, c'est votre mensuel d'information édité par le parti Union Progressiste Le Renouveau. Prenez le rendez-vous dès le 1er décembre 2022. L'Union, vecteur officiel de la pensée de l'UP Le Renouveau. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Et voilà, comme je le disais, nous allons parler de ce mensuel d'information qui vient de paraître et qui paraîtra désormais tous les mois. C'est le journal L'Union. Bonjour Pascal Zantou. Bonjour. Merci de répondre présent à notre invitation. Vous êtes le rédacteur en chef de ce mensuel. Alors, pourquoi à l'Union Progressiste Le Renouveau, vous avez choisi d'éditer un journal d'information? Est-ce juste pour donner l'information ou juste que au niveau du parti Union Progressiste, vous êtes dans un conformisme plein? Merci beaucoup. Non, plusieurs raisons peuvent motiver la publication par un parti politique d'un journal. Mais ici, je vais évoquer juste 2 raisons fondamentalement. La première, c'est que d'abord, c'est une obligation légale. La charte des partis politiques, à travers son article 45, autorise les partis politiques à disposer d'une presse qu'ils vont animer de façon libre. La deuxième raison, c'est que c'est un devoir moral politique.
pour un parti politique de disposer d'un organe de presse pour s'exprimer, pour permettre à ses militants de s'exprimer, pour porter la voix du parti, pour exprimer les positions du parti. Et c'est ce que notre journal L'Union essaye de faire désormais, porter les positions du parti, véhiculer les idéaux du parti. Et vous savez que l'Union progressiste Le Renouveau est un parti de la gauche, c'est un parti qui a pour idéologie la social-démocratie, et il nous faut expliquer tout ceci à nos militants et aux citoyens. Mais au-delà de tout ça, l'Union se veut un espace de formation de la conscience citoyenne, formation politique, mais formation aussi pour les professionnels, pour ne pas dire les professionnels des médias, par exemple, qui pourraient se retrouver à travers ce journal comme une sorte de miroir. Voilà, d'accord. Vous avez choisi donc d'éditer un journal, et quand on parcourt très rapidement les colonnes, vous avez choisi que cela soit en couleur. Pourquoi? Pour vous différencier un peu de ce qui se fait. Déjà. Oui, il faut pas toujours faire les choses comme tout le monde le fait. Il faut toujours rechercher l'originalité, et nous pensons que nous avons la possibilité, nous avons les moyens d'offrir au lectorat, aux lecteurs béninois, un journal attrayant, agréable à lire, et donc un journal effectivement en couleur. Oui. D'accord. Alors, j'ai parcouru très rapidement l'éditorial du président du parti, Joseph Fifamé Ndiogbenou, qui voudrait enrichir le débat politique, et c'est à travers cela déjà qu'on comprend pourquoi est-ce que vous avez choisi donc de sortir l'Union. Alors, il y a une date qui retient mon attention. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, et je vous renvoie 4 ans en arrière. C'était un 1er décembre que le parti a été créé. Coïncidence pour coïncidence, pour que ça paraisse un 1er décembre, le tout premier numéro? Coïncidence, non, c'est voulu, c'est décidé. Nous avons voulu célébrer le 4e anniversaire en le marquant d'un sceau indélébile. Et donc la publication de ce journal, dont le titre est évocateur. Vous savez, l'Union, comme vous avez commencé par le constater à travers l'éditorial du président du parti, le professeur Joseph Fifamé Ndiogbenou, l'Union, c'est un appel de ralliement. Ralliement des militants, mais ralliement aussi des citoyens béninois pour défendre la cause béninoise. Il n'y a rien que l'on puisse faire dans ce pays sans l'union, sans l'unité nationale. Et donc, nous voudrions rappeler au peuple béninois qu'il y a 4 ans que nous sommes nés, mais depuis 4 ans, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, c'est vrai. Il faudrait que nous nous unions davantage, qu'on fédère nos énergies pour une bonne gouvernance de notre pays, pour lutter contre l'impunité, pour défendre les idéaux, les valeurs qui sont les nôtres et qui ont toujours caractérisé le peuple béninois, à savoir la justice, la vérité, le travail bien fait, la cohésion sociale, la cohésion nationale, la prospérité partagée. La gloutonnerie individuelle ne fait pas partie des valeurs de notre pays, que je sache. Et donc, nous devons retrouver ces valeurs-là. Et pour le faire, il faut se mettre ensemble. Et voilà. Alors, outre la politique, quelles sont les autres thématiques que vous abordez dans le journal? Puisque en le parcourant, ça doit faire pratiquement 16 pages. Et sur 10 pages, vous n'avez parlé que de la vie du parti Union progressiste Le Renouveau. Quelles sont les autres thématiques que vous abordez? L'Union, c'est d'abord le journal du parti politique, l'Union progressiste Le Renouveau. Et donc, c'est normal qu'une bonne partie du journal soit consacrée à la vie de ce parti-là. Mais au-delà de ce desk, la vie du parti, nous avons 2 autres desks. Il y a le desk Nation, où nous décryptons l'actualité nationale. Il y a le desk Monde,
où nous décryptons également l'actualité mondiale. Par exemple, dans ce numéro, en plus des articles consacrés à la vie du parti, et cette fois-ci, nous avons fait un dossier sur les législatives du 8 janvier 2023, à travers tout ce que nous proposons aux Béninois. La liste des candidats du parti. Si vous ne l'aviez pas encore, vous pourrez la découvrir là. Justement. Mais vous avez également présenté le portrait de la plus jeune candidate de l'Union progressiste. Absolument. Elle a 32 ans. Elle a 32 ans. Elle est de Matéri. Et donc, nous avons effectivement présenté son portrait. C'est une dame à 1000 bras, comme on dit. Une bagarreuse, une travailleuse, une militante de première heure, mais une militante vraiment engagée. Et vous aurez le bonheur de la découvrir. Nous avons donné aussi la parole aux Béninois, à tous les citoyens, mais les plus ordinaires, des revendeuses de marché, des coiffeuses, des enseignants qui ont exprimé leurs attentes de la prochaine législature, de la 9e législature. Donc nous avons fait ça. Et dans le desk Nation, nous avons abordé des sujets importants, par exemple une révolution silencieuse d'ordre économique qui est en marche à Glodjibé, la zone économique. La zone économique. Et nous avons parlé de culture. Vous savez, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans nos pays dont on ne parle pas souvent. Il y a un instrument de musique anodin qui s'appelle la vielle. C'est un instrument qui est d'origine africaine, qu'on retrouve dans le Nord Bénin, mais qui est la mère de tous les violons. Vous voyez, nous avons parlé de Adji. Oui, le jeu, qui est un jeu de l'union, qui célèbre l'union, qui célèbre l'unité, la cohésion. Vous voyez, donc nous avons parlé de ces choses. Et nous avons surtout parlé d'une jeune collégienne anonyme, mais qui est devenue célèbre. Mais dont les médias ont parlé, mais pas suffisamment. Vous êtes revenu sur le championnat scolaire. Voilà. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire la dernière fois. C'est une première. Daria Yokossi. Voilà, Daria Yokossi, qui est la capitaine des jeunes filles footballeuses du CG de Kobli, qui vient de nous rapporter un trophée, disons continental. Et nous avons, à la page Monde, nous avons abordé un sujet d'actualité qui est crucial, à savoir les changements climatiques et son impact sur les économies africaines. Vous voyez. Voilà. On le rappelle, c'est un mensuel. Oui, c'est un mensuel. Pourquoi vous l'avez choisi? Pourquoi pas un bimestriel? Non, mensuel parce que nous voulons nous donner le temps nécessaire, le recul nécessaire pour analyser les sujets avec beaucoup de recul et ne sommes pas un journal qui vient pour concurrencer les organes de presse qui existent déjà. Nous sommes là pour apporter un peu plus de lumière sur la gouvernance de notre pays, gouvernance politique, gouvernance économique, mais gouvernance sociale aussi. Donc c'est un mensuel, mais qui est animé par des professionnels. Justement, quand on regarde un peu l'ours que vous avez, l'ours du journal, c'est le président Joseph Diobénou, qui est le président du comité éditorial, un comité éditorial rempli d'acteurs politiques et pas des moindres, et supervisé par Bruno Ange-Marie Amoussou. Vous avez comme directeur de publication Paul Douakouché, rédacteur en chef Pascal Zantou, et bien d'autres personnalités du monde, des médias voilà, qui écrivent dans ce journal. Alors, c'est destiné à quel public? Le public, d'abord, c'est les militants. Les militants, c'est d'abord les militants. C'est d'abord les militants de l'Union progressiste Le Renouveau, mais c'est tout le peuple béninois, c'est tout le peuple africain, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Parce que nous n'abordons pas que des sujets qui regardent la vie interne du parti l'Union progressiste Le Renouveau. Nous abordons des questions cruciales pour le pays. Nous abordons des questions cruciales pour notre continent et pour le monde entier. Et donc, ceci dit, nous donnons la parole aux intellectuels de haut vol
Pour parler des changements climatiques, par exemple, nous avons eu recours à une université, à un universitaire qu'on ne présente plus, le professeur Ibourema Yabi, qui est un climatologue, qui est professeur titulaire à l'université d'Abomey Calavi, qui a apporté son éclairage sur cette question-là. Donc, le public, oui, c'est les militants de l'Union progressiste Le Renouveau, mais c'est tous les citoyens, puisque nous donnons la parole à tous les citoyens sans distinction. Et vous êtes, vous les professionnels des médias, vous êtes les bienvenus dans votre maison. Vous pourrez contribuer à l'animation de ce journal. Et donc, nous ne sommes pas un journal de liaison interne à un parti politique. Nous sommes un journal qui veut s'exprimer, qui veut exprimer nos position sur la gouvernance du pays, mais nous sommes un journal ouvert à toutes les tendances. C'est ça. Une dernière question. Quel est alors le mode de distribution? Où est-ce qu'on peut trouver le journal et à quel prix? Le journal, l'Union ne se vend pas. C'est un journal qui n'est pas distribué gratuitement non plus. C'est-à-dire que lorsque vous voulez lire l'Union, vous faites une contribution, une modeste contribution de 1000 francs. C'est une contribution militante. D'accord? Les militants vont l'acheter, mais les citoyens lambda aussi peuvent pas l'acheter, l'acquérir en faisant une modeste contribution de 1000 francs. Nous ne sommes pas postés dans des kiosques de vente des journaux. Dans tous les cas, au siège du journal, vous pourrez acquérir ce journal. Vous pourrez acquérir ce journal auprès des comités communaux du parti. Donc, dans toutes les communes, vous pourrez acquérir ce journal. Vous pourrez aussi acquérir ce journal dans les sièges départementaux du parti. Nous en avons dans tous les 12 départements. Et donc, voilà pour ce qui concerne le réseau de distribution de ce journal en attendant. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous, Pascal Zantou. C'est moi qui vous remercie de nous avoir au comité de rédaction de ce journal. Merci, merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du mensuel d'information, l'Union du parti Union progressiste Le Renouveau. Allez, dans la suite de ce programme matinal, nous aurons dans la dernière partie un invité économie pour parler des fraudes financières, du blanchiment de capitaux, et quels sont les éléments d'analyse et le mécanisme de prévention et de gestion des fraudes financières. Emmanuel Hongevou, expert financier spécialiste en prévention et gestion des fraudes financières, il est l'invité de Clément Achadé. Mais tout de suite, on donnera la parole aux débatteurs en plateau pour aborder quelques sujets d'actualité, notamment certaines décisions prises hier en Conseil des ministres, la revalorisation des salaires, un débat en cours, le gouvernement qui rencontre le 6 décembre prochain les partenaires sociaux pour en parler, et puis manutention portuaire, la Sobemap est dissoute, une nouvelle société prendra donc le relais pour la manutention portuaire. On reviendra sur tout ceci en quelques minutes, restez avec nous. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benet Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Information, analyse, opinion. Désormais chez vous, l'Union. L'Union, c'est votre mensuel d'information édité par le parti Union progressiste Le Renouveau. Prenez le rendez-vous dès le 1er décembre 2022. L'Union, vecteur officiel de la pensée de l'UP Le Renouveau. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Eh bien, bonjour chers messieurs. Bonjour Christian Dorijan. Oui, Herman, bonjour. Bonjour à vous. Hakim Ousseli. Eh bien, très rapidement, on va parler de ce sujet qui préoccupe nombre de nos compatriotes, notamment les agents de l'État. Depuis plusieurs mois, on parle de revalorisation des salaires et il est prévu que le gouvernement rencontre les partenaires sociaux le mardi 6 décembre prochain avec le patronat également qui est invité à la table des discussions. Le gouvernement s'explique du fait que, bon, puisque on est resté tout le temps à attendre ce mois de novembre qui est passé sans qu'il n'y ait disons, des informations autour des promesses, eh bien, le gouvernement s'explique et parle des contraintes d'agenda qui n'ont pas permis de rencontrer les partenaires sociaux plus tôt, conformément à son engagement. Des explications qui tiennent, Herman Daniel Bossou. Explications qui tiennent ou pas, on est obligé de s'en contenter, parce que justement, le chef de l'État, dans son précédent discours sur l'état de la nation, avait annoncé effectivement qu'il revaloriserait les salaires, mais à certaines conditions. C'est vrai que tout de suite, les travailleurs de l'État, c'est vrai que j'ai insisté sur l'État pour dire que le privé aussi doit être pris en compte. Les travailleurs de l'État tout de suite se sont dit, bon voilà une opportunité pour qu'on démarre l'année avec de bonnes nouvelles. Mais le gouvernement a dit, tenant compte de certaines contingences, oui, on va faire l'augmentation, mais ce serait à fin novembre. C'est vrai que le chef de l'État est annoncé pour son prochain discours sur l'état de la nation, pour jeudi sur prochain, voilà, en tout cas le 8. Et donc, ce serait quand même pas bien qu'il aille là-bas au Parlement sans pouvoir dire voilà ce que nous avons retenu. Et donc, à partir de telle instance, sachez que les salaires sont revalorisés. Donc, je pense que cette rencontre avec les partenaires sociaux, c'est pour leur dire ce qui a été retenu définitivement, afin que ce ne soit pas à l'Assemblée nationale qu'ils apprennent la bonne nouvelle, mais qu'ils se le tiennent déjà pour dit et qu'ils sachent qu'effectivement, Patrice Talon a tenu parole, parce que dans l'opinion, il se susurre que oui, que le chef de l'État a promis quelque chose et qu'en un an, il n'a pas pu réaliser. Alors même que je pense que cette rencontre va changer la donne et nous montrer véritablement que le temps, c'était le temps de la réflexion, le temps, c'était le temps pour pouvoir mieux réfléchir et prendre des décisions qui vont impacter durablement la vie des travailleurs. Et je pense qu'en ce sens également, le secteur privé doit aussi être pris en compte, parce que autant que nous sommes tous travailleurs et n'ont pas fait le vœu de travail dans le privé. Si l'État embauchait un peu comme au temps de la Révolution, si l'État embauchait tout le monde, peut-être que le privé n'aurait pas eu cette force. Donc je pense qu'ils doivent tenir compte également du privé. Et je compte sur les partenaires sociaux. Je compte sur les partenaires sociaux. Qui est également convié. Je compte sur les partenaires sociaux, je compte sur les Noël Sadari, qui est d'ailleurs notre partenaire sûr, pour qu'ils puissent plaider vraiment la cause des travailleurs du secteur privé également. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait sourire, Hakimi? Le vœu de travailler dans le privé. C'est tout à la fois, ce sont les relents de revendication de Malcolm Supra. C'est une évidence que l'actualité relative à l'augmentation salariale, cette actualité elle n'existe pas sans le secteur privé. C'est d'ailleurs pour ça que les rencontres qui ont concouru à échanger à propos de cette augmentation ont vu inviter le patronat.
le patronat prépare à cette rencontre ou à ces rencontres, et où d'ailleurs le patronat a essayé de montrer un peu les difficultés que le secteur privé éprouverait en ce qui concerne l'augmentation telle que voulue par les responsables des centrales, les confédérations syndicales. Il fallait certainement leur trouver le modus qui permette à ce que, si l'augmentation est actée, que le secteur privé puisse aussi suivre, je dirais le ton qui aurait été donné par le gouvernement. Parce que déjà, même dans le secteur privé, il y en a qui ont des conditions salariales plus intéressantes et très intéressantes, bien évidemment, que certains. On n'est pas logés tous à la même enseigne. Il y a des travailleurs du secteur privé qui peuvent se taper, 4 à 5 mois sans salaire, et même quand ça doit venir, c'est peut-être 1 mois d'abord, c'est 2 mois ensuite, et puis même, les conditions même ne sont pas intéressantes, c'est peut-être un salaire qui avoisine 60, 80, 90, pas peut-être plus que ça, alors même que dans ce même secteur privé, il y en a qui se tapent 400, 500, 600, pourquoi pas 1 million de francs CFA. Bref, chacun n'est pas rémunéré de la même manière. Et donc, le secteur privé trouvait qu'ils n'ont pas tous la même surface financière, ils ne font pas les mêmes entrées, ils ne font pas les mêmes chiffres d'affaires. Donc, si on doit demander à ce que le secteur privé s'aligne dans la dynamique d'augmentation des salaires, il va falloir qu'on puisse tenir compte d'un seuil minimum. Je crois que c'est à ce niveau que les débats n'ont pas véritablement trop évolué. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu une évolution, je dirais, substantielle des échanges au point d'en arriver à trouver maintenant un juste milieu pour que la rencontre du 6 décembre accouche non seulement d'une bonne nouvelle pour les fonctionnaires de l'État qui sont en nombre très infime, bien évidemment, mais aussi pour les autres au niveau du secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui absorbe suffisamment des travailleurs. L'État peut tout faire, l'État ne pourra pas absorber tous ceux qui sortent je dirais, des centres de formation des universités de notre pays. Il faut forcément faire appel au secteur privé. C'est d'ailleurs pour ça que le secteur privé a besoin d'un certain nombre, je dirais, de commodités pour exercer afin de pouvoir aider l'État à absorber le flux de travailleurs, j'allais dire des diplômés sans emploi, si je puis ainsi m'exprimer. Donc, la rencontre du 6 décembre, on n'a peut-être pas tous les éléments pour en apprécier, mais mieux vaut tard que jamais. Parce que vous vous rappelez que avant l'annonce qui a été faite, hier, il y a que les responsables des centrales et confédérations syndicales ont toujours martelé qu'il était grand temps et que les échanges, qu'ils renouent avec le dialogue, au fin de s'entendre sur cette question fondamentale d'augmentation des salaires. Parce que l'annonce a été faite, janvier, on se disait que janvier 2022, que le premier salaire qui tomberait avec l'augmentation. Ça n'a pas été le cas. On est passé de janvier, février, mars, avril, mais il y a des rencontres qui se sont poursuivies. Il y a que les ministres du gouvernement ont défilé devant l'Assemblée nationale pour le compte de la loi de finances exercice 2023. Peut-être que là aussi, il n'y a pas des indices de ce qu'une augmentation est annoncée. Et donc, enfin, le chef de l'État, le 6, puisque son discours est attendu pour le 8, 48 heures avant le discours, il a peut-être, des annonces intéressantes à faire au monde travailleur. Il veut anticiper, il ne veut pas qu'il découvre cette annonce à l'occasion de l'adresse sur l'état de la nation, mais il a préféré peut-être les rencontrer un peu plus tôt pour qu'il n'y ait pas de surprise et que ça crée des grincements de dents et des réactions qui ne permettent pas, de gérer les questions sociales. Parce que Christian, n'oubliez pas que le 6, comme je l'ai dit, c'est 48 heures avant. Le 8, il y a le message sur l'état de la nation. Et quelques jours après, il y a l'ouverture de la campagne pour le compte des législatives de janvier 2023. Et c'est une période très, très sensible. Il faut savoir utiliser les mots. Quand les mots ne sont pas bien utilisés, quand les annonces ne sont pas bien faites, ça peut forcément interagir sur l'ambiance qu'on aurait préféré avoir, intéressante pour le compte des élections législatives de janvier 2023. Il faut rappeler que la dernière rencontre, le dernier échange entre le gouvernement et les partenaires sociaux remonte au 26 avril 2022. Exactement. Il avait été question donc de l'augmentation des salaires, notamment avec une fixation sur le SMIC, qui passerait de 40 000 francs à 52 000 francs, soit une augmentation de 30%. Alors, une rencontre qui intervient, il a rappelé, 48 heures avant le message du chef de l'État sur l'état de la nation. Le chef de l'État, dans une politique d'anticipation, selon vous, Wahab Ali Para, pour prendre en compte ce pan
de la chose dans son discours sur l'état de la nation? Oui, moi je vois là deux niveaux d'intervention. Oui, allez-y. Deux niveaux d'intervention. Premièrement, le concret souhaité par les travailleurs. Et deuxième chose, la volonté manifeste du gouvernement. Parce que pour les travailleurs, c'est du concret. Peu importe le discours du chef de l'État qui interviendra le 8 ou la rencontre du 6, les travailleurs souhaitent que le gouvernement passe au concret, passe à l'acte. Les discours ont suffisamment, je dirais, saoulé les travailleurs qui ont trop espéré sans rien vu venir. Les questions d'agenda justifiées par le chef de l'État, et c'est là le niveau de courtoisie du gouvernement, comme je le disais. Le porte-parole, c'est vrai, le porte-parole du gouvernement a expliqué les raisons pour lesquelles il y a plus de rencontres, pour lesquelles ce qui avait été annoncé n'a pas été appliqué courant le mois de novembre que nous avons achevé. Mais il se trouve que ce n'était pas le porte-parole du gouvernement qui avait rencontré les travailleurs. Ce n'était pas le porte-parole du gouvernement qui avait fait l'annonce. C'était une rencontre entre le chef de l'État et ses travailleurs, pour ne pas dire les représentants de ces travailleurs, que l'annonce avait été faite. Eh bien, le chef de l'État trouve une certaine disponibilité, donc dans son agenda, il trouve une certaine disponibilité et une courtoisie qui va avec pour rencontrer les travailleurs. Dans l'agenda, c'est le 6 qui convient. Tant mieux. Il va falloir cette fois-ci qu'on aille aux choses concrètes telles que souhaitées par les travailleurs, aussi bien du public que du privé, parce que le grand discours, les grands mea culpa et autres ont beaucoup plus été faits et obtenus quand il s'agit des travailleurs du public, mais il y a le grand nombre qui est dans le privé, et Herman fait bien de souligner cela. Tout ce monde, n'est-ce pas, que ce soit du public et du privé, travaille pour la même nation, hein. Il faut le reconnaître. Les éléments du plateau ici parlent des gens du public, bien qu'ils soient des ouvriers, dois-je dire, du privé. Donc, c'est dire que quoi? Qu'il faut, ma foi, que le gouvernement, à l'heure actuelle, puisse aller au concret. Ça fait courtoisie, comme je le disais, parce que si à la rencontre du mardi prochain, le chef de l'État, les grandes annonces ont été concrétisées, les travailleurs sont désormais fixés, genre en entamant l'année 2023, à partir de tel mois, sur vos salaires, vous allez constater l'augmentation annoncée, la revalorisation annoncée, la question du SMIC tel qu'avancé en avril dernier, qui doit passer de 40 000 à 52 000. Les choses sont concrètes. Je pense qu'au discours du chef de l'État devant la représentation nationale, ce ne serait que, une forme de compte rendu, c'est-à-dire les échanges du mardi, n'est-ce pas, sont rapportés à la face du monde le jeudi qui suit, donc 2 jours plus tard. Voilà, alors, certainement que du côté des syndicalistes, on se prépare à écouter ce que dira le gouvernement. Du côté du gouvernement, on sait ce qu'on a à dire aux syndicalistes. Tout compte fait, on se rappelle que l'application de l'augmentation des salaires était prévue pour avant fin 2022. Pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Alors, entre de nouvelles promesses et la matérialisation de l'acte concret, qu'est-ce qui irait mieux en cette période, Hakimi Ousseni? En quelle période Cette période, le concret, naturellement. Cette période, nous sommes en décembre. Vous avez rappelé tout à l'heure que les élections sont là. On rappelle également que la fin de l'année est là où beaucoup font des programmes pour l'année suivante. C'est l'aboutissement des échanges. Est-ce que les éléments sur lesquels les différentes parties ne se sont pas entendues et où ça a chopé, est-ce que les choses ont avancé? Je parlais par exemple des difficultés que le secteur privé éprouverait à rentrer dans les rangs et donc à respecter l'augmentation telle que voulue en son temps. Est-ce que, il y a eu des facilités qui ont été faites au secteur privé au point d'espérer que le secteur privé puisse arrimer avec la proposition de revalorisation annoncée? Est-ce qu'enfin, les responsables des centrales et confédérations syndicales, donc les secrétaires généraux et le gouvernement, à travers certainement le ministère du Travail, le ministère des Finances, est-ce que quand on a fait l'évaluation, parce que quand on parle de revalorisation, ça n'est pas, même si c'est 1 franc, c'est pas pour 2 personnes, c'est pour plusieurs personnes. Et donc, il faut en multiplier pour voir ce que ça donne en termes d'incidence financière le mois, l'année, et puis ainsi de suite. Et sur
quel nombre de temps on peut tenir cette augmentation. Mieux, c'est qu'il faut en même temps qu'on va penser aux sources de financement qui permettraient bien évidemment de tenir la revalorisation telle que souhaitée. Donc, je veux espérer que dans la balance, on a mis tous ces éléments, on a fini par s'entendre sur ce qui sort du tamis pour que finalement, peut-être l'annonce qui sera faite le 6 ne soit pas une annonce qui surprenne les responsables des centrales et confédérations syndicales, parce que c'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'ils ont fini par s'entendre sur au moins, je dirais quoi, un minimum, s'il y a un travail qui a été fait un minimum, j'allais dire, pendant tout ce temps. Si ce n'est pas fait. Parce que souvenez-vous que l'une des récriminations des secrétaires généraux des confédérations centrales syndicales, c'est de ne pas souvent été associés, oui, se disent surpris par les décisions qu'on leur annonce quand ils sont au niveau de la table de négociation. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait des simulations. Je me rappelle avoir été sur l'une des séances d'échange entre les responsables des centrales syndicales, donc quoi, la COSI Bénin, la CGTB, l'UNSTB et la CGTB, je crois, et puis les autres centrales syndicales affiliées sans, je crois, la CSTB, et où ils ont initié des séances d'échange où on leur a expliqué un peu les incidents de l'augmentation, les difficultés sur le terrain, les prix des denrées de grande consommation. Et quand ils ont fait des simulations, c'est qu'ils ont estimé qu'à une certaine hauteur, eh bien, le gouvernement peut tenir l'augmentation et donc la revalorisation. Ça, ils l'avaient par devant eux avant d'avoir à rencontrer le pouvoir et le gouvernement lors de l'une des dernières rencontres. Et où malheureusement, eh bien, ça n'a pas vraiment avancé, ça a chopé. Et donc, je me dis que depuis ce temps, et où le silence semble-t-il à régner, est-ce que les choses ont avancé? Si c'est le cas, c'est sûr que le 6 prochain, eh bien, la rencontre avec le chef d'État... Si les choses devaient avancer, ça doit forcément être du côté du gouvernement, puisque les autres... C'est de part et d'autre. Le gouvernement peut-être aurait montré jusqu'à quel niveau il peut encore faire augmenter ou accepter la revalorisation. Et les responsables syndicaux, peut-être après les simulations, peuvent se dire, ok, nous acceptons que, eh bien, qu'on commence quelque part. Parce qu'il faut toujours commencer. Et donc, je me dis que pendant que nous y sommes, la seule chose qu'il faut espérer, c'est que les deux parties aient réussi à s'entendre sur le minimum pour que le 6 prochain, que ce ne soit pas une rencontre de trop. On l'écoute d'abord. Non, je pense que les choses ne peuvent pas ne pas avancer. Oui. Il n'y a pas de raison qui justifie que Patrice Talon, après avoir rencontré les syndicats, les partenaires sociaux le 6, puisse nous dire que les choses n'ont pas avancé au point où, c'est vrai, quand il a pris le pouvoir tout de suite, il a dit serrer les ceintures. On les a vraiment serrés au point où même des pas de ceinture ont disparu. Ensuite, comme si la nature était un peu clémente, on nous a dit de nous laver les mains. Covid-19 était venu, on s'est lavé les mains. Et donc, il est temps aujourd'hui, puisque les fêtes sont proches, qu'on puisse annoncer les bonnes informations pour qu'on puisse commencer à manger. Parce que quand vous vous lavez les mains, c'est que le repas est prêt. Et donc, oui, juste pour faire rigoler, mais en réalité, c'est pour dire quoi? Que quand vous prenez par exemple un secteur comme le privé, aujourd'hui, vous constatez que on fait diverses fortunes dans le privé. Qui m'a rappelé tantôt, il y en a qui ont fait un bac plus 4 et qui sont payés à plusieurs centaines de mille. D'autres, les mêmes ont fait bac plus 4, mais sont payés avec 6 chiffres seulement. Quels 6 chiffres? Avec 4 0 ou 10 0. De toute façon, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire que je ne sais pas s'il va falloir revoir. Parce que quand je prends notre cas, par exemple, il y a une convention collective qui a été votée en son temps et qui aujourd'hui oblige les patrons à respecter ces grilles-là. Va-t-il falloir revoir cette convention collective ou alors l'abroger ou dire on va à d'autres choses? Je pense que c'est aussi ça. C'est que dans une forme de défense, il y a certains secteurs qui ont très tôt voté certaines lois pour maintenir les travailleurs dans une certaine situation. Je pense que c'est le moment pour Patrice Talon et ses partenaires sociaux de dire attention, allez-y, parce que nous sommes tous travailleurs de ce pays et c'est vrai que l'augmentation se fasse telle que les partenaires sociaux l'évoluent ou pas, pourvu qu'il y ait augmentation, parce que justement... le temps s'y prête bien. Oui, tenir compte du moment où nous sommes et ne pas apporter de mauvaises surprises.
comme je le dis, parce que c'est vrai, comme Herman l'a décrit tout à l'heure, c'est l'idéal, attendre du gouvernement qu'il tienne parole et qu'il ne vienne pas dire, écoutez, on a eu des difficultés, c'est voilà pourquoi. On attend que le gouvernement passe au concret. Tout travailleur, n'est-ce pas, qui a entendu ou qui a lu dans les journaux aujourd'hui qu'il y a une rencontre annoncée pour le 6 prochain, c'est pour quitter la phase du bavardage et dire concrètement, après toutes les séances qui ont précédé, en termes de révalorisation des salaires, nous voulons procéder de telle manière sur votre fiche de paye à partir de tel mois, et donc de façon fixe, les travailleurs sont fixés, pour me répéter. Et là, tout est clair. Mais venir dire qu'on a rencontré des difficultés, puisque c'est vrai, les difficultés sont inhérentes à tout gouvernement, les réalités du moment également vont avec. On nous rappellera les questions de guerre en Ukraine, les effets qui se poursuivent du coronavirus et autres, mais toujours est-il que le gouvernement doit pouvoir tenir compte de ce que, écoutez, le climat social à l'heure actuelle se doit d'être renforcé, d'être apaisé, d'être revu dans le bon sens du terme, et par conséquent, il faut qu'on aille au concret. Le concret est très important. Vous me verrez peut-être répéter l'expression parce que c'est aussi important pour les travailleurs que pour ceux qui, n'est-ce pas, sont, je dirais, les mangeurs, j'exagère à peine, c'est-à-dire ceux qui sont sous tutelle de ces travailleurs à la maison. Les ménages attendent qu'il y ait cette révalorisation des salaires des travailleurs de manière à ce que, franchement, le panier de la ménagère, entre-temps, il y a même des endroits où il n'y a pas de panier. Vous avez dit mardi. Mardi, c'est la semaine prochaine. Mardi, ce serait le grand jour. D'accord. Quelques secondes, Akimé. Non, comme je vous l'ai dit, je veux espérer, et je l'avais dit lors de ma seconde prise de parole, que il ne va pas s'agir encore, à l'occasion de la rencontre du 6, de ce que le gouvernement vient faire une annonce. Parce que si c'est venu faire une annonce, il n'y a rien à faire. Vous revenir sur les problèmes. Vous aurez en face les travailleurs qui, entre-temps, n'auraient pas été associés à l'annonce. Est-ce que la rencontre du 6, c'est une rencontre au cours de laquelle il va s'agir de ce que les travaux, les échanges qui ont été faits en coulisses, on fasse le point de ce qui a été fait jusque-là. Si ce n'est pas le cas, bon, je me dis que ça aura l'air d'une annonce, et puis du côté des responsables des syndicats, on verra les réactions syndicales, vous aurez les réactions qui vont suivre avec. D'accord, le 6, c'est mardi prochain. Le jeudi qui suit, c'est le 8, mardi. Le chef de l'État, en tout cas, le gouvernement rencontre les travailleurs, le patronat, et puis le 8, du côté de l'Assemblée nationale, nous aurons le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Ce sont de grands rendez-vous que nous attendons de vivre. Merci à vous, cher monsieur Akimé, cher monsieur Herman Boussou et cher monsieur Wakabali Para. Très bonne journée. Nous allons recevoir notre monsieur Clément Adjadé pour nous parler des fraudes financières, de ces éléments d'analyse et des mécanismes de prévention et de gestion. Le point spécifique sur le blanchiment d'argent, le blanchiment de capitaux. Emmanuel Rungavou, expert financier, spécialiste prévention, gestion des fraudes financières. Il est l'invité écho de ce jeudi. Cette année, on va fêter comme des boss avec Néo et Allo. Jusqu'au 19 janvier 2023, venez vous équiper chez le boss de l'électroménager. Écran TV, barre de son, réfrigérateur, micro-ondes, machine à laver, climatiseur et bien d'autres. Tout pour se mettre bien et passer de belles fêtes. Rendez-vous vite dans une de nos boutiques Néo et Allo à Cotonou, Ganry, Avenue Stemez, Canguizo et Erivan. Tous les produits sont garantis jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Infoline 60 assuré 66 66. Quelle technologie vous souhaite Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, le développement durable à l'épreuve de la fraude financière, et c'est de ça qu'il sera question ce matin avec votre invité Clément Tchadé. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Oui. Allez. Oui, Christian, comme vous le disiez, la lutte contre la fraude financière est devenue un enjeu majeur de souveraineté et de redressement des comptes publics dans nos différents États. Une condition essentielle pour faire respecter, le principe d'égalité devant l'impôt. Alors, cette fraude apporte parfois, atteinte à la solidarité nationale en faisant, par exemple, reposer l'impôt sur les seuls contribuables qui, accomplissent leurs obligations fiscales. Et bien, Christian, d'autre part aussi, c'est un impact important sur les conditions de concurrence loyale entre les entreprises. Alors, question, quelle stratégie pour lutter efficacement contre la fraude dans nos pays en voie de développement? Et pour en parler, comme vous l'annonciez, nous avons un expert, un spécialiste de la question, Emmanuel Hungevu, expert financier spécialiste de la détection, prévention et gestion des fraudes financières. Monsieur Hungevu, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour chers journalistes, bonjour monsieur Christian et bonjour monsieur Clément. Merci beaucoup. Alors je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes diplômé de l'Institut de Management Commercial basé à Londres. Vous êtes titulaire d'un MBA option fraude financière et management des entreprises à l'université Saint-Xavier, j'y arrive, de Chicago aux États-Unis. Vous êtes par ailleurs doctorant à Concordia University Chicago. D'abord, monsieur Hungevu, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut comprendre par la notion de fraude financière? Merci beaucoup. Et comme vous l'avez su bien définir dans votre introduction, la question des fraudes financières aujourd'hui est une question primordiale, c'est une question préoccupante pour le développement, que cela soit dans les pays développés ou les pays sous-développés. De façon globale, quand nous parlons de fraude financière, nous allons d'abord définir ce que nous entendons par fraude. Les fraudes, ou bien la fraude de façon générale, quand vous prenez un dictionnaire, c'est tout simplement l'ensemble des astuces, l'ensemble des stratégies qui consistent à déposséder une entité de son bien. Ça peut être une entité, ça peut être un individu de son bien de façon illégale. Maintenant, quand nous allons dans le cas des entreprises, et comme nous sommes en train de faire du concret, bien sûr, nous nous basons sur les travaux du criminologue américain qu'on appelle Donald Kreuzer, qui a cherché d'abord à comprendre la structuration des fraudes au niveau des entreprises. Et dans ses recherches, il a pu interviewer 200 personnes condamnées pour les fraudes. Et puis, il a constaté qu'il existe des facteurs communs à ces 200 personnes-là. La première chose qu'il a constaté par rapport à ces 200 personnes, c'est qu'il existe des personnes qui ne vont jamais frauder, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous les mettez. Deuxième chose, il existe des personnes qui vont toujours frauder, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous les mettez. Et troisième chose, il existe des personnes qui sont des fraudeurs opportunistes. C'est-à-dire, quand les opportunités sont remplies, ces personnes-là vont pouvoir frauder. De ces analyses-là, il a bâti ce qu'on appelle le théorème de Kreuzer. Et ce théorème-là nous permet aujourd'hui de définir les fraudes en se basant sur ces éléments-là au niveau des entreprises. Les trois éléments qu'il a mis dans ce théorème-là, il y a d'abord ce que nous appelons la pression ou le besoin. Deuxième élément, il y a ce que nous appelons l'opportunité. Et troisième élément, il y a ce que nous appelons la rationalisation. Quand nous transportons ça ou bien quand nous amenons ça dans le contexte des entreprises,
nous voyons que quand vous êtes manager, quand vous travaillez dans une entreprise et que vous avez la pression, ça peut être la pression de l'argent, ça peut être la pression d'une dette, ça peut être même la pression de résultats au niveau de l'entreprise. Ça vous tend vers l'opportunité, vous cherchez l'opportunité à pouvoir réaliser cette fraude-là. Un peu tout comme si vous cherchiez à combler le problème. Exactement, le problème. Mais ce qui est intéressant dans la recherche, c'est la dernière partie, la rationalisation. Les fraudeurs, dans ces cas-là, selon ces études, se comportent comme des victimes au niveau de l'entreprise. Ah oui. Au lieu de se comporter, en tout cas dans un contexte général, au lieu d'être les coupables, ceux-ci se comportent comme les victimes sous le simple prétexte que, au niveau de l'entreprise, ce qui a poussé à commettre le crime, on peut appeler ça crime, oui, ou la fraude financière, ce qui a poussé à aller vers ce schéma-là n'est rien d'autre qu'un résultat de mécontentement au niveau de l'entreprise. Je donne un exemple. Vous attendez peut-être une promotion au niveau de votre entreprise et que la promotion là n'est pas arrivée. Ça vous donne des frustrations. L'accumulation de ces frustrations-là peut être un élément qui vous permet ou bien qui va justifier en tant ce que vous auriez commis au niveau de l'entreprise comme fraude. Donc, c'est ces trois facteurs-là, transportés au niveau des entreprises, qui aujourd'hui nous permet aux entreprises de comprendre comment est-ce que la fraude est structurée au niveau des entreprises. Donc, ça nous permet de définir alors la fraude en tenant compte de ce triangle qu'on appelle triangle de Kresser ou bien triangle de fraude financière au niveau des entreprises. Alors, monsieur Onguevou, ce que vous dites est quand même important quand on sait que, aussi bien dans le secteur public que le secteur privé, il y a, je dirais, une structuration qui consiste quand même à contrôler, à prévenir, je dirais, la fraude au sein des entreprises, que l'on soit dans le public ou le privé. Je parle par exemple des audits comptables. Finalement, à quoi servent les audits comptables et malgré tout le rôle qu'ils jouent, on se retrouve encore à des cas de fraude dans nos États. Oui, merci beaucoup et c'est très pertinent cette question que vous venez de poser. Je vais vous surprendre en vous disant que les audits qui sont organisés au niveau des entreprises, que cela soit public ou privé, n'ont pas forcément pour fonction de détecter les fraudes. Ah oui? Non. Ça, c'est une nouvelle que vous apportez. Non, ce n'est pas forcément pour fonction de détecter les fraudes. C'est d'abord pour voir si la déontologie est respectée dans les passages d'écriture au niveau des différentes instances de l'entreprise. Donc, si nous sommes dans l'espace LUMOA, l'espace LUMOA, je crois qu'il y a ce qu'on appelle le plan LUMOA, il y a des étapes de passage des écritures quand nous sommes dans l'espace LUMOA. Quand vous allez au niveau des États-Unis, nous avons ce qu'on appelle GAP, General Accounting Accepted Principle, qu'on appelle. Donc, ce sont ces principes-là qui sont sur lesquels que les entreprises se basent pour pouvoir passer les écritures. Donc, le premier objectif assigné aux audits que nous faisons dans les entreprises, c'est d'abord de voir si ces éléments-là sont respectés. Mieux, les études ont montré que les audits au niveau des entreprises n'ont pas permis de détecter la majorité des fraudes. Les audits permettent seulement de détecter à peine 6% des fraudes qui s'opèrent au niveau des entreprises. Et surtout dans nos contextes, généralement, quand tout le temps vers la fin de l'année, la certification des comptes, tout le monde veut être à jour pour pouvoir, je dirais, aller par exemple postuler au marché public. Tout à fait. Et donc, en réalité, on a l'impression que le rôle que les experts comptables, les comptables agréés jouent au sein des entreprises n'est pas forcément pour, je dirais, détecter la fraude, mais justement pour certifier les comptes des entreprises. Tout à fait, comme je l'ai dit, il arrive qu'en faisant les audits, on arrive à détecter des fraudes. Mais la première tâche assignée à ces audits n'est pas forcément... C'est vrai qu'on fait appel aux audits quand on a des difficultés au niveau de l'entreprise. On fait ces appels-là, mais les audits peuvent ne pas... Je donne l'exemple, j'avais suivi l'actualité au niveau d'une mairie de notre pays, où on a fait 4 audits. On n'a pas trouvé de fraude, on n'a rien trouvé. Mais cela ne veut pas dire au niveau de cette mairie qu'il n'y a pas eu de fraude. Il peut bel et bien y avoir des fraudes au niveau de cette mairie, mais le travail des experts n'a pas permis de pouvoir détecter ça. Donc, on doit faire appel à d'autres stratégies. Dans cette logique, vous pouvez donc faire appel
à nous autres qui sommes des experts en fraude financière pour pouvoir utiliser d'autres méthodologies pour pouvoir définir ou bien détecter ce qui en temps ne va pas au niveau de l'entreprise. N'oubliez pas donc aussi que celui qui fraude aussi a une intelligence. La plupart des fraudes qui s'opèrent dans les entreprises, c'est souvent des délits d'initiés, c'est des gens qui contrôlent, qui connaissent le système. Donc, qui connaissent également le contournement du système pour pouvoir atteindre l'objectif de fraude. C'est comme le système du vol. Absolument. Il réfléchit aussi chaque fois que vous prenez des stratégies. Voilà, donc on va au-delà de ce qui se fait de façon quotidienne au niveau de l'entreprise pour pouvoir apporter des réponses si en temps les audits comptables n'ont pas permis de pouvoir détecter ce qui se paie ou bien ce qui se fait au niveau de l'entreprise. Donc ça va sans dire qu'il n'est pas forcément, on peut ne pas s'attendre à un résultat probant quand on fait les audits, mais on fera toujours les audits parce que ça fait partie des éléments de contrôle interne dont on a besoin pour mettre ces écritures à jour et peut-être avant de pouvoir évoluer dans la bonne gouvernance au niveau des entreprises. D'accord. Alors, Monsieur Emmanuel Onguevou, quand on parle de la fraude financière, il y a deux notions, deux concepts qui viennent à l'esprit. D'abord, la fraude fiscale ou le contrôle fiscal, ou parfois, lorsqu'on est dans l'exportation ou l'importation, on parlera de la fraude douanière. Est-ce que ces deux notions vont avec, je dirais, les analyses que vous faites en ce qui concerne la pratique des fraudes financières? Absolument. Quand nous parlons de fraude financière, c'est tout un canevas, c'est une notion globale. Et quand vous faites la différence, les fraudes douanières, les fraudes fiscales, tout ça là rentre dans le canevas de ce que nous appelons les fraudes financières. La différence, c'est seulement par rapport au thème. Quand vous dites fraude fiscale, ça veut dire que ces fraudes-là ont été commises dans le domaine de la fiscalité. Je vais donner un exemple, comme moi j'utilise toujours les cas pratiques. Actuellement, aux États-Unis, nous sommes en train de suivre le procès dans l'État de New York d'une des compagnies de Donald Trump. Le DAF, je vais dire le directeur financier, l'équivalent de DAF ici, qui a travaillé dans la société pendant près de 30 ans, utilise des méthodes qui permettent de sous-évaluer les assets, les revenus de la compagnie et de surestimer, je peux le dire ainsi, l'impôt sur le revenu, les assets de la compagnie. Donc, pour payer les impôts, l'entreprise paie une petite portion des impôts. Maintenant, pour aller prendre de l'argent au niveau des banques, l'entreprise utilise une surévaluation des assets pour donner de la valeur à l'entreprise, pour pouvoir obtenir beaucoup de prêts au niveau de la banque. Au niveau des États-Unis, il y a ce qu'on appelle tax avoidance et tax evasion. Les taxes avoidance, ça veut dire que l'entreprise cherche tout simplement à éviter de payer les taxes. Mais dans nos lois au niveau des États-Unis, c'est légal. Parce que les lois de finances des États-Unis, par rapport à ça, à ce que éviter de payer les taxes, les lois de finances ont ce qu'on appelle les loopholes. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de vides juridiques entre griffes que les experts exploitent pour pouvoir éviter de payer les taxes. Mais si, dans le même temps, au lieu de payer les taxes, vous faites l'évasion des taxes, ça devient un crime au niveau des entreprises que vous gérez. Donc, c'est ce qu'ils ont fait au niveau de ces entreprises-là. Et ça nous rapproche un peu... Bon, nous ne sommes pas encore là vers les blanchiments d'argent, les offshore, les compagnies qui sont à l'extérieur et dans lesquelles on peut faire beaucoup d'argent mais déclarer peu d'impôts. D'accord. Alors, M. Onguevou, quand on parle toujours aussi de la question de fraude financière, finalement, on se demande quels sont les secteurs dans lesquels on peut chercher à les prévenir aujourd'hui dans nos contextes. Je crois que la bonne nouvelle, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est qu'aujourd'hui, à travers la théorie de Donald Cressall, nous connaissons la structuration des fraudes au niveau des entreprises. Donc, tous les secteurs. Est-ce que ce théorème qui est inventé depuis des années par un Américain est aussi valable dans nos contextes africains, béninois si vous voulez? Tout à fait. C'est très valable, c'est même plus valable dans nos contextes africains ou plus précisément le contexte béninois.
que nous sommes en train de déployer cette théorie, bien cette technologie ici. Ce qui se fait aux États-Unis quand nous sommes dans le contexte des entreprises, les entreprises sont les entreprises indépendamment des tailles de ces entreprises-là et indépendamment de ce que nous appelons la culture de management. Cette théorie-là peut bel et bien déployée ici et que au niveau des entreprises, si vous comprenez la structuration des fraudes, vous pouvez avoir les mécanismes pour pouvoir lutter contre ces fraudes-là. Je prends toujours l'exemple des États-Unis. Quand vous prenez le contrôle interne au niveau des États-Unis, les États-Unis exigent d'abord l'installation au niveau du contrôle interne de ce qu'on appelle le code d'éthique. Après le code d'éthique, il y a ce que les entreprises mettent sur pied qu'on appelle les hotlines et les lignes de dénonciation dans le contrôle interne. Mais dans le système francophone, je l'avais dit, je pense que c'était toujours sur ce plateau, dans le système francophone, on privilégie d'abord le contrôle interne avant de pouvoir aboutir à ces choses-là. Mais le système américain, bien le système anglophone a l'avantage que si vous commencez par le code d'éthique, ça rappelle constamment aux managers, à ceux qui travaillent dans l'entreprise, que voilà la conduite à tenir pour ne pas tomber dans des travers au niveau de l'entreprise. Et je crois que ça se fait ici aussi quand vous passez dans certaines entreprises. Vous voyez même sur les inscriptions sur les murs qu'il y a telle chose pour pouvoir gérer la clientèle. Par exemple, ne pas demander de pouvoir, ne pas faire un certain nombre de choses. De pourcentage. De pourcentage. Donc, c'est des pratiques qui concourent à la lutte interne contre les fraudes financières au niveau des entreprises. Alors, dans ce même contexte, quels sont aujourd'hui, je dirais, le lien qu'on pourrait y faire avec une question d'actualité aussi, on en parle beaucoup ces derniers temps, le blanchiment de capitaux, le blanchiment d'argent. Merci beaucoup. Le blanchiment d'argent est également une sorte de fraude. Ah oui? Et si nous définissons le blanchiment d'argent, nous allons dire tout simplement que c'est l'ensemble des astuces ou bien des stratégies qui consiste à dissimuler la provenance des fonds illégalement acquis pour faire croire que ces fonds-là sont légalement acquis. Vous voyez un peu le jeu de mots. Ça se comprend clairement. Voilà. Et donc, dans la pratique du blanchiment d'argent, nous avons 3 éléments qui viennent. Le premier élément, c'est ce que nous appelons le placement. Le placement, c'est tout simplement le système que ceux qui veulent blanchir l'argent utilisent pour infiltrer l'argent dans le système bancaire. Après ça, nous avons ce qu'on appelle l'empilement. L'empilement, c'est dès que l'argent est rentré dans le système bancaire, on s'empresse pour pouvoir supprimer ou bien déguiser la provenance de fonds en utilisant des astuces comptables. Et puis enfin, nous parlons de l'intégration. L'intégration, l'argent était déjà là. Donc nous irons retirer l'argent, soit pour investir, soit pour dépenser. Mais il existe d'autres stratégies. Il y a par exemple ce qu'on appelle la structuration. La structuration consiste tout simplement à démultiplier l'argent. C'est-à-dire, si j'ai une grosse cagnotte d'argent que je ne peux pas mettre dans une banque, je peux peut-être mettre, si c'est, disons, 10 milliards, je peux commencer par couper 1 million, commencer par investir progressivement pour pouvoir dissimuler la provenance de l'argent et remettre ça sur le marché, l'argent devient propre. Bon, il y a d'autres stratégies, il y a les sociétés de façade. Quand vous venez par exemple aux États-Unis ou bien dans certains pays développés, il y a les casinos, il y a les restaurants où on cherche à mettre l'argent qui a été blanchi dans le bénéfice légal de l'entreprise pour pouvoir réintroduire ou bien pouvoir introduire l'argent sur le marché de façon légale. Tout ça, ce sont des stratégies de fraude financière. Tout à fait, c'est des stratégies de fraude financière qu'on utilise dans le blanchiment d'argent. Finalement, quel impact sur l'économie, les pays où, par exemple, on n'a pas assez de ressources, alors que des gens cherchent à utiliser les voies et moyens pour, je dirais, mettre en pratique cette fraude financière, l'impact économique. L'impact économique est extrêmement grand. Je vais dire même actuellement, selon les études, selon les chiffres que j'ai vus hier, quand vous prenez l'Europe, c'est près de 1000 milliards de dollars. Quand vous prenez les États-Unis, c'est pratiquement près de 1700 milliards de dollars, ce que les blanchiments d'argent représentent. Si dans ces pays où on a mis des stratégies, j'imagine le cas de donc, le blanchiment d'argent constitue pratiquement 2 à 5% de l'économie mondiale. Donc voilà, c'est un grand fléau. Et ce qui se passe, c'est quoi?
Je vais donner, j'aime être concret, donner des exemples. En donnant des chiffres et des exemples. Et des exemples. Je prends par exemple le Togo. D'accord? J'ai lu le Panama. Il y a un document qui est sorti et qui a été fuité, qu'on appelle, non, c'est un document fuité qu'on appelle Panama Report. C'est un document de 12 millions de pages dans lequel on a fait le point des sociétés écrans ou bien des sociétés offshore qui sont créées un peu partout. Donc je vais prendre l'exemple de Togo parce que ça existe. Le phosphore qui est produit au Togo, il y a des sociétés qui sont à l'extérieur qui recueillent la plupart des fonds. D'accord, qui devaient rentrer dans l'économie. Bon, je ne vais pas donner des chiffres, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais être plus technique, je ne vais pas rentrer dans les détails politiques. Polémiques. Voilà. Donc, l'argent qui est produit là devait servir à financer l'économie nationale, mais l'argent passe par un autre système. Et quand l'argent passe par un autre système, l'argent va seulement à ceux qui sont initiés, qui sont connectés à ce système-là. Donc, ceux-là ont l'argent. Mais le contribuable togolais ne bénéficie pas de ça. Donc ça, c'est un impact que vous voyez sur le développement en même temps. Donc vous prenez beaucoup de pays, quand vous allez au Congo, quand vous allez au Kenya, quand vous allez en Angola, c'est des cas qui existent, c'est des études qui ont été faites, c'est dans Panama Report, c'est des leaks, c'est des journalistes d'investigation comme vous qui ont fait le travail, donc je n'invente rien. Je ne veux pas trop aller à profondeur parce que je ne veux pas créer de politique. Je crois que c'est mieux. Le temps est totalement parti, mais une petite dernière question. Quelles sont les solutions aujourd'hui, rapidement, pour conclure? Oui, les solutions varient en fonction des États. Mais au-delà de ça, il y a les institutions. Quand vous prenez Banque mondiale, FMI, les institutions européennes également, l'UEMOA, les institutions africaines ont prévu des mécanismes de lutte contre ce fléau-là. Par exemple, quand on prend la GIABA, qui est au niveau d'une institution, je crois, de la CEDEAO, qui lutte contre le blanchiment d'argent. Il y a également au niveau interne, au niveau des banques, il y a le contrôle d'identité au niveau des banques. Il y a des logiciels qui analysent les transferts. Il y a également, bon, peut-être un dernier point, le délai de disponibilité des fonds. Quand vous déposez de l'argent à la banque et que c'est de l'argent cash, on vous dit non, que l'argent sera disponible dans 72 heures, bien dans 72 heures ou bien dans 5 jours. Ce n'est pas par hasard. C'est pour voir la provenance, c'est pour voir si en temps on peut faire attendre l'argent et permettre de savoir les provenances ou bien là où est-ce que l'argent a été trouvé. Et je vais peut-être conclure pour le cas des États-Unis ou même l'Europe. Si vous faites une transaction en Europe qui est supérieure ou égale à 10 000 euros, il y a une enquête systématique qui est organisée. À votre insu, vous ne saurez pas qu'ils sont en train. C'est la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas transporter plus de 10 000 $ pour pouvoir que vous suivez le liquide que vous aurez. Et maintenant, si vous faites les transactions aux États-Unis, c'est encore plus grave. À partir de 3 000 $, sans qu'on vous le dise, on fait des enquêtes avant de pouvoir décaisser les fonds. La fraude financière, le blanchiment des capitaux. Et c'est là-bas. Bon, le problème aujourd'hui également, il y a l'évolution de la technologie, les crypto-monnaies qui sont au niveau de la technologie, qui permettent également de pouvoir facilement se déplacer avec les devises sans les avoir sur soi physiquement. Donc ça également complique la lutte contre les fraudes financières ou bien contre également les blanchiments d'argent au niveau des États. Emmanuel, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes expert financier et spécialiste de la détection, prévention et gestion des fraudes financières. Vous êtes diplômé de l'Institut du management commercial basé à Londres, titulaire d'un MBA en fraude financière et management des entreprises à l'Université Saint-Louis. Merci beaucoup d'être venu et de nous avoir expliqué, je dirais, la fraude financière et ses implications. Voilà. Christian, merci beaucoup. Clément, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Emmanuel Ngavou. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce rendez-vous matinal sur Actu Matin. Encore quelques 5 minutes à passer ensemble et ce sera avec la revue de presse. La Wakanya Siogbo, nous vous disons bien merci. Très bonne journée du jeudi. Bon mois de décembre à chacun et à tous. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir. Merci.
À toutes et à tous, bonjour. La question toute trouvée par le matinal dans les négociations gouvernement central syndical est le Père Noël attendu pour décembre. Le journal de répondre à sa propre question, certainement que Talon fera la bonne surprise sur les salaires de décembre en vue de marquer l'effectivité de la revalorisation des salaires. En attendant, le mardi 6 décembre 2022, où seront exposées les mesures à la rencontre avec les partenaires sociaux et le patronat, puis certainement le mercredi 7 décembre pour une annonce officielle des mesures, les agents de l'État peuvent pousser un ouf de soulagement et être rassurés que le bout du tunnel n'est plus loin. Cette rencontre analyse l'autre vision. Cette rencontre sera l'occasion pour le chef de l'État de faire aux travailleurs les grandes annonces attendues, comme pour dire que le gouvernement n'a pas mis dans le tiroir le dossier relatif à la revalorisation du salaire des fonctionnaires. Fraternité de rappeler que lors d'un tête-à-tête entre le gouvernement et les partenaires sociaux le 26 avril dernier, l'application des mesures d'augmentation de salaire avant la fin de l'année 2022 a été retenue, y compris le SMIC, qui allait passer de 40 000 francs CFA à 52 000 francs CFA, soit une augmentation de 30%, selon les raisons avancées par Patrice Talon, président de la République, au cours d'une rencontre d'échange avec les partenaires sociaux des contraintes économiques liées à la pandémie de Covid-19 et au conflit russo-ukrainien ayant induit une inflation qui s'avérait plus urgente à maîtriser, ont bouleversé les plans de son gouvernement. La concrétisation de l'application de ces mesures devrait en principe être effective en novembre 2022. S'inspirant de ce Conseil des ministres, l'autre vision informe que le gouvernement a pris la décision de la création d'une nouvelle société de manutention au port de Cotonou. En effet, explique le journal, la modernisation au port autonome de Cotonou à la réorganisation des activités portuaires autour de 3 principaux terminaux, à savoir un terminal polyvalent, un terminal à conteneurs et un vraquier en construction. Un tel contexte appelle davantage de professionnalisme et de spécialisation des acteurs, puis nécessite la mobilisation d'importants moyens financiers par les manutentionnaires. Le matinal explique alors que le gouvernement a prononcé sa dissolution au profit d'une nouvelle société mixte de manutention qui sera créée avec un capital porté par l'État et un partenaire stratégique de référence internationale. Pour conduire le processus de dissolution et de création de la nouvelle entreprise, la nomination du liquidateur a été autorisée. Pendant ce temps, relate Fraternité, des sanctions administratives ont été infligées au directeur général et 4 agents de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT, impliqués dans des irrégularités relevées dans le cadre d'une procédure de passation des marchés publics. Et pour cause, explique le journal, dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics par appel d'offres, en vue du déplacement du réseau de la Société nationale des eaux du Bénin, en lien avec le projet de construction de l'échangeur de Cotonou au carrefour Védoko, des irrégularités ont été relevées. Pour finir, le journal ajoute que les procédures administratives ont été subséquemment menées à leur encontre. En matière de prévention fiscale, l'économiste du Bénin renseigne que partenaires de longue date, le Bénin et le Royaume du Maroc multiplient les initiatives pour une meilleure coopération économique. C'est dans cette logique que le chef de la diplomatie béninoise, le ministre Aurélien Agbenossi et l'ambassadeur du Royaume du Maroc après le Bénin, Rachid Rigby, ont pris de nouveaux engagements en matière d'évasion fiscale et de règles d'assistance réciproque. Selon le ministre Agbenossi, cette convention a pour objectif essentiel de promouvoir les relations économiques entre les deux pays et d'améliorer la coopération en matière fiscale. Mieux, pour le chef de la diplomatie béninoise, la mise en œuvre de la dite convention encouragera les investissements entre les deux pays et permettra aux entreprises existantes et naissantes de s'épanouir dans un environnement fiscalement propice aux investisseurs en leur donnant notamment l'opportunité de tirer profit des retours sur investissement. Merci d'avoir suivi la revue de presse.